Le Premier ministre est en Côte d'Ivoire pour une visite de travail avec la Banque africaine de développement. Ce vendredi, il a été reçu en audience par le président ivoirien Alassane Ouattara au menu des échanges les amitiés du Burkina à la Côte d'Ivoire, mais surtout le financement du plan national de développement économique et social. Et puis le WAP, le système de partage d'électricité d'Afrique de l'Ouest, a achevé son assemblée générale ce 11 novembre à Ouagadougou. Une délégation des experts est allée faire le point des travaux au chef de l'État. À retenir au nombre des conclusions de cette rencontre un projet d'interconnexion énergétique dans la sous-région. Nous en parlerons davantage avec l'invité de ce 20h, M. Apollinaire Ki. Il est le secrétaire général du WAP. Au Maroc, les négociations pour sauver le climat se poursuivent à l'occasion de la COP22. La COP22, c'est aussi des plaidoyers en vue d'obtenir du soutien pour des actions de protection de l'environnement. Et c'est ce à quoi s'est attelée la délégation burkinabé qui a rencontré les responsables du Fonds vert et la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Voilà pour la une de ce 20h. Bonsoir, merci de nous suivre. Nous prenons donc la direction du palais de Kosiam où une délégation du WAP par le système d'électricité ouest-africain a été reçue par le président du Faso cet après-midi. Avec Roch-Marc Christian Kaboré, les membres de la délégation ont partagé les conclusions de leurs travaux. De ces conclusions, on note un vaste projet d'interconnexion sous-régionale. Le point de l'audience avec Issa Ouedraogo et Vincent Tiendrebugo. 3 jours de travaux, la délégation du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain rend compte des résultats de son assemblée générale au président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Une assemblée générale qui a permis à ces spécialistes des questions énergétiques de mobiliser des partenaires techniques et financiers en faveur d'un vaste projet d'interconnexion électrique en Afrique de l'Ouest. Cette assemblée générale a été pour nous l'occasion de présenter un projet spécifique qui est un projet assez important pour la région et dont nous venons d'achever les études. C'est le projet d'interconnexion entre le Nigeria, le Niger, le Bénin et le Burkina Faso. Ce projet est très important pour notre système. Et pour cette première présentation devant les partenaires techniques et financiers, nous avons été très heureux de constater que les partenaires se sont engagés à le financer et même ils se sont engagés pour plus de 70% au-delà de nos besoins. Donc nous sommes très contents et nous avons présenté aussi nos autres projets qui sont donc dans notre portefeuille et cette présentation-là a pu nous permettre de récolter 1,4 milliard de dollars US. Les financements acquis, chaque pays concerné devra entreprendre des négociations et signer des accords avec les partenaires. Et selon le porte-parole de la délégation, ce projet d'interconnexion devrait être effectif d'ici 2020. Et justement, c'est ce 11 novembre que le système d'échange d'électricité de l'Afrique de l'Ouest a tenu sa 11e assemblée générale. Cette organisation regroupe les sociétés d'électricité de l'espace CEDEAO. À l'ordre du jour de la rencontre de Ouagadougou, la révision des textes en vue d'accueillir de nouveaux adhérents qui respectent les critères de qualité dans le domaine de l'énergie. En marge de l'assemblée générale, des rencontres ont été organisées avec des partenaires techniques et financiers pour parler d'un projet d'interconnexion sous-régionale. Des précisions avec Ibrahima Sombier et Ismaël Ladiloma Sirima. De l'électricité en abondance et surtout sans coupure pour 100% des ménages de l'Afrique de l'Ouest d'ici à 2030. Les responsables des sociétés d'électricité de la CEDEAO mettent ici en commun leurs idées pour atteindre ce but. Il s'agira pour ces acteurs de déterminer le modèle de transport de l'électricité et d'établir des tarifs réglementaires afin de promouvoir davantage l'intégration des réseaux nationaux d'électricité de l'espace CEDEAO. Nous allons aussi surtout aller vers l'interconnexion avec les pays voisins qui arrivent à produire à moins de coûts en utilisant donc l'hydroélectricité pour que l'un dans l'autre, que nous puissions donc avoir l'énergie donc à moins de coûts. Cette assemblée générale s'est également focalisée sur les rapports financiers ainsi que les critères d'affiliation à l'organisation. Ce cadre a également permis aux techniciens d'électricité de la CEDEAO d'exposer un projet aux partenaires techniques et financiers.
un projet spécial dont nous venons d'achever le financement. C'est le projet que nous appelons la dorsale nord qui intéresse le Burkina. Et la dorsale nord, c'est une interconnexion entre le Nigeria, le Niger, le Bénin et le Burkina de 830 km environ. Ce fut aussi l'occasion de présenter le plan d'affaires 2016-2019, un plan selon lequel tous les pays de la CEDEAO devraient être interconnectés d'ici à 2019, à l'exception du Cap-Vert. Et pour aller plus loin sur cette rencontre de Ouagadougou, nous recevons le secrétaire général du WAP, le système d'échange d'électricité de l'Afrique de l'Ouest. Bonsoir, monsieur Apollinaire Ki. Merci, bonsoir, madame. Merci. Alors, en dehors de ce qui est déjà sorti dans les reportages précédents, que peut-on retenir de vos travaux qui se sont étalés quand même sur 4 jours? Okay. Merci, madame, de nous donner l'occasion de parler de nous, du WAP. Alors, un point important qui a fait l'objet, qui a été donc discuté au cours de cette Assemblée générale est bien sûr la gestion de notre institution. Oui, la gestion de l'institution parce que nous fonctionnons sur des fonds qui sont des fonds de contribution des sociétés d'électricité et il faut qu'à chaque fin d'année nous rendions compte de cette gestion. Donc cette gestion a été présentée, auditée et quitus nous a été donné pour cela. Il faut dire aussi que l'ensemble des projets que nous déroulons, donc financés par les bailleurs de fonds, ont également été audités et nous avons donc présenté les différents outils. Alors, l'un des objectifs du WAP, c'est l'intégration des réseaux électriques ouest-africains. Quels sont les projets prioritaires dans ce domaine-là? Les projets prioritaires dégagés pour l'espace CEDEAO, donc le WAP est en train de mettre en œuvre, nous en avons 59 projets qui concernent donc tous les pays de l'espace CEDEAO. Il y a des projets d'interconnexion électrique qui sont surtout connus, mais je dois dire qu'il y a aussi des projets de production d'énergie, notamment des productions à partir de grands barrages à construire, notamment en Guinée. Vous avez certainement entendu parler du barrage de Swapiti en Guinée, que nous sommes en train d'achever en termes d'études. Il y a aussi des barrages au Nigeria, il y a aussi des centrales thermiques en cours de développement au niveau du Bénin et du Ghana. Et solaire, vous avez certainement entendu parler de 150 MW de solaire au niveau du Burkina. Alors, pour les lignes d'interconnexion, nous avons prévu d'achever donc d'ici 2012 16 000 km de lignes d'interconnexion qui nous permettront donc de faire le commerce de l'électricité entre les pays, donc les échanges d'énergie électrique entre les différents pays. Alors, on va parler particulièrement du Burkina Faso qui connaît régulièrement un déficit énergétique. Vous avez parlé de 59 projets. Combien de projets reviennent au Burkina? Je n'ai malheureusement pas le chiffre exact parce que il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, une bonne dizaine qui concerne le Burkina Faso. Il y en a que vous connaissez certainement. Il y a celui qui est en cours de construction qui est la ligne Bolgatanga-Ouaga qui va permettre donc au Burkina d'importer 100 MW bientôt. La ligne est prévue être achevée en 2017. Il y a un autre que nous sommes en train d'achever en termes d'études. Les études sont en cours et nous pensons pouvoir achever au premier trimestre de l'année prochaine, qui est la ligne Ghana-Burkina-Mali. Ghana-Burkina-Mali, là aussi, qui va permettre de renforcer le système. D'accord. Et que retenir des rencontres avec les partenaires techniques et financiers? Est-ce qu'ils ont eu une oreille attentive? Absolument. À ce niveau, je dois dire que nous sommes sortis vraiment satisfaits des échanges que nous avons eus avec les partenaires techniques et financiers. Et nous nous félicitons franchement de la collaboration et de la confiance qu'ils font avec à notre association, à notre institution. Tout à l'heure, on a dit que la dorsale nord qui est présentée pour la toute première fois, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Généralement, un projet, on le présente plusieurs fois devant les bailleurs de fonds pour pouvoir boucler le financement. Et celui-là, pour la toute première fois, on a dépassé les besoins même de financement. Et au-delà de la dorsale nord, il y a encore près d'1,5 milliard de dollars américains qui ont été mis sur la table. Ça,
témoigne vraiment de la confiance que les bailleurs de fonds ont en cette institution, surtout à ce programme de la CEDEAO pour permettre de sortir nos États dans les difficultés d'approvisionnement en énergie électrique que nous connaissons. Et justement, pour terminer, après la rencontre de Ouagadougou, quelles sont les perspectives de WAP à court terme? À court terme, nous allons d'abord rapidement accélérer pour faire signer les conventions au niveau des États pour le financement de la dorsale nord. Comme je dis, c'est un projet très important. Je dois dire aussi que le centre d'information et de coordination, c'est-à-dire le cerveau qui va piloter tout le réseau de l'Afrique de l'Ouest, nous avons fini de signer les contrats pour sa construction. Nous allons lancer en mi-janvier la construction de ce centre-là qui va prendre trois années. Et c'est à l'issue de ces 3 années-là que nous pouvons entamer le commerce de l'électricité, donc les échanges d'énergie dans une espèce de bourse de l'électricité au niveau de l'espace CEDEAO. Merci beaucoup, Monsieur Apollinaire, qui d'être passé nous donner de plus amples informations sur la rencontre du WAP, le système d'échange d'électricité de l'Afrique de l'Ouest, une rencontre qui s'est achevée ce 11 novembre à Ouagadougou. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de cette organisation. Dans la suite de cette édition, il y a eu conseil de ministres ce vendredi au palais de Kosiam. Plusieurs dossiers étaient inscrits à l'ordre du jour de ce conseil. Au nombre de ces dossiers, l'organisation des gouvernorats, les hauts commissariats et les préfectures. Sur ces dossiers, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement a donné de plus amples informations à l'issue du conseil des ministres. Des précisions avec Abdelaziz Yagibou. Territoriale de la décentralisation de la sécurité intérieure, il y a eu l'adoption d'un décret portant organisation des gouvernorats, du Haut Commissariat et de la préfecture. Ce décret donc permet une relecture du décret de 2005 pour plus d'efficacité au niveau des gouvernorats, et d'autre part il permet d'encadrer et d'harmoniser donc l'organisation entre les hauts commissariats et les préfectures. Au niveau du ministère de l'économie, des finances et du développement, il y a un rapport qui a été adopté relatif à une passation de marché en vue de l'acquisition de diplômes vierges sécurisés. Vous savez que depuis un certain nombre d'années, les différents ministères de l'enseignement ont adopté des diplômes sécurisés avec des hologrammes, mais le fait donc d'avoir créé le MENA oblige donc à un réaménagement de ces logos-là. Donc le Conseil a donné son accord. Au niveau du MENA, le Conseil a adopté un décret portant définition des statuts des structures éducatives cédées à l'État et aux collectivités territoriales. Un certain nombre de collectivités, de personnes construisent des établissements et ensuite leur transfert à l'État ou aux collectivités pose problème. Donc ce décret permet de régulariser cette situation-là, de clarifier le statut de ces structures et de pallier aux crises de gestion que l'on voit apparaître souvent au niveau de ces communautés éducatives-là. Enfin, le Conseil a adopté un décret au niveau du ministère de la Santé portant approbation des statuts particuliers de l'hôpital de district de Bogodogo. C'est un nouvel échelon donc au niveau de notre système de santé qui va se mettre en place. Et en ce qui concerne le district de Bogodogo, cela devrait nous permettre effectivement d'opérationnaliser pour la fin de l'année 2016 cette structure sanitaire qui est attendue avec beaucoup d'impatience au niveau des populations. Autre point de l'actualité ce soir, le Premier ministre est en Côte d'Ivoire pour une visite de travail avec la Banque africaine de développement. Ce vendredi, il a été reçu par le président ivoirien Alassane Ouattara, à qui il a transmis les salutations du président du Faso. À travers cette audience, Paul Kabatieba a voulu surtout s'inspirer de l'expérience de la Côte d'Ivoire pour le financement du référentiel du développement du Burkina Faso, à savoir le PNDS. Le chef du gouvernement s'est également entretenu avec son homologue ivoirien, Daniel Kabla Dunka. Le point de cette audience avec nos envoyés spéciaux à Abidjan, Mathias Rabo et Omar Zambri. Paul Kabatieba, reçu par le président de la République de Côte d'Ivoire. Le Premier ministre en visite de travail en Côte d'Ivoire est venu transmettre les amitiés du président du Faso au chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Le renforcement de l'axe Ouagadougou-Abidjan n'a pas été occulté. Nous avons échangé naturellement sur les relations amicales et fraternelles entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et je lui ai transmis donc les salutations fraternelles de son jeune frère et homologue le président du Faso, son Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré,
Et nous avons également échangé sur le renforcement des liens d'amitié, des liens de solidarité, des liens de fraternité entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, il y a un traité qui nous lie, c'est le traité d'amitié et de coopération. Nous avons échangé sur les voies et moyens pour dynamiser, renforcer ce cadre. À travers cette visite, Paul Kaba-Thiéba veut s'enquérir de l'expérience ivoirienne en matière de mobilisation des ressources pour le financement du Plan national de développement économique et social, PNDS. J'ai fait part donc au président Alassane Ouattara, également de la volonté du Burkina Faso d'organiser bientôt à Paris une conférence des bailleurs de fonds, des partenaires du Burkina Faso pour le financement du Plan national de développement économique et social. Bien entendu, j'ai profité pour demander à son Excellence, Monsieur le Président, ses conseils avisés et puis ses avis sur la meilleure façon d'organiser cette conférence. Il m'a donné des conseils intéressants et également il m'a assuré donc du soutien de la Côte d'Ivoire et de son soutien personnel. Mais avant cette visite rendue au chef de l'État ivoirien, le chef du gouvernement burkinabé a aussi été reçu par son homologue ivoirien, Daniel Kablan-Duncan. Retour au Burkina Faso et nous prenons la direction de l'Assemblée nationale où les députés ont adopté 2 projets de loi hier. Le premier projet de loi est relatif à la ratification du traité révisé sur la prévoyance sociale. Le second projet de loi est celui portant autorisation de ratification d'une convention sur les régimes douaniers. Des précisions avec Roger Kam et Aruna Mari. Le premier dossier soumis à la représentation nationale ce jeudi 10 novembre, la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, encore appelée la Convention de Kyoto révisée. Après présentation du rapport sur le dossier par la Commission des affaires étrangères et des Burkinabés de l'étranger, suivi du débat général, le gouvernement, par la voix du ministre délégué chargé du budget, a fourni les réponses aux préoccupations soulevées par les députés sur les bien fondés de la dite loi. C'est un message fort vis-à-vis des investisseurs étrangers qui se sentiront dans une certaine sécurité de venir donc vers le Burkina Faso pour investir parce que désormais ils savent quel est le régime douanier qui est appliqué au Burkina Faso et quels sont les textes qui les régissent et surtout en cas de différend, ils savent à quoi s'en tenir. Autre dossier mis en discussion à cette plénière, le projet de loi portant autorisation de ratification du traité révisé instituant la conférence interafricaine de prévoyance sociale CIPRES. En adoptant cette loi qui nous permet à nous, Burkina Faso, de ratifier la convention, nous sommes donc partie prenante de cette convention désormais et nous autorisons la CIPRES à venir à tout moment contrôler nos caisses, voir ce qui se passe et s'assurer que les caisses travaillent dans le bon sens. C'est à l'unanimité que les 93 votants du jour ont approuvé ces 2 projets de loi. On reste à l'Assemblée nationale pour dire que les députés disposent désormais des outils de travail dignes d'une administration moderne. 130 tablettes pour les 127 députés. Le geste est du ministère en charge de l'économie numérique en partenariat avec une entreprise de la place. Plus de 60 millions de francs CFA ont été mobilisés pour l'acquisition de ce matériel informatique et la remise de ce matériel est intervenue hier soir. On voit cela avec Roger Kam et Aruna Mari. 130 tablettes pour les députés de la 7e législature. Le don est du ministère du développement de l'économie numérique et des postes. Il épouse la dynamique enclenchée par le département dans le cadre de la dématérialisation de l'administration publique. Au niveau de l'administration, que les gens puissent minimiser un peu l'utilisation du papier. Il y a beaucoup d'avantages après le déploiement de notre fibre optique que nous avons commencé et avec une bonne connectivité à haut débit. Et je pense que pour envoyer un courrier d'un endroit à un autre par email, ça pourra faciliter rapidement la réception du courrier et vice-versa. C'est le fruit d'un partenariat entre l'entreprise Huawei Technologies Burkina et le ministère en charge de l'économie numérique. C'est le début d'une collaboration en matière de technologie, de l'information et de la communication. Le partenariat est un partenariat naissant, d'autant plus que nous commençons par un premier projet d'une valeur de 4 milliards, qui est le projet donc WAGA,
Paga, frontière du Ghana avec Bretel, Manga, Bagré, Pôle. C'est un premier projet. Nous avons en visière de pouvoir continuer avec le déploiement de la fibre optique sur toute l'étendue du territoire national avec un kilométrage d'environ 5443. Je pourrais donc dire que le partenariat il est naissant, mais il se porte déjà bien. Ce don de tablettes va contribuer à améliorer au quotidien les tâches des députés, a relevé Salifou Diallo, le président de l'Assemblée nationale. La valeur du don est estimée à 65 millions de francs CFA. Mettons à présent le cap sur Marrakech au Maroc où l'avenir du climat est en discussion depuis quelques jours. Les négociations pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre se poursuivent. En marge de ces négociations, le ministre burkinabé en charge de l'environnement a fait un plaidoyer auprès des organismes de financement et des institutions internationales. Il a rencontré les responsables du Fonds vert et ceux de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux à Marrakech, Issaka Kafando et Pascal Kani. Alors que les négociateurs se battent dans cette salle, dans les allées et les stands du village de la COP, ce sont aussi des opérations de charme. En entendant la fumée blanche, chaque pays défend ses projets auprès des partenaires sur place. Le Burkina Faso est intéressé par les fonds verts pour financer sa résilience face au changement climatique. Alors le ministre de l'Environnement est allé exposer ses ambitions à ce bailleur de fonds. Ce vendredi matin, c'est le tour de la secrétaire exécutive de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification de recevoir le ministre et sa délégation. Elle nous a plutôt conseillé, au lieu d'aller avec des projets, mais d'aller dans le sens de financement climat avec des programmes structurants permettant au Burkina à long terme d'aller sur des actions concrètes qui prennent en compte les préoccupations des populations. Et nous avons trouvé cela très intéressant dans la mesure où nous avons un certain nombre d'outils. Et nous avons également l'accompagnement de la Convention. La secrétaire exécutive de la Convention sur la lutte contre la désertification soit exclusivement orientée vers le climat. Ce qui est en train le plus de souffrir du changement climatique, ce sont les terres. Et que vous avez de plus en plus de sécheresse, de plus en plus de désertification, qui amène une grande partie de la population la plus pauvre du monde à ne plus avoir les moyens de vivre. Et quand les gens n'ont plus les moyens de vivre dans les campagnes, ils s'en vont. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Et dans le pire des cas, ils deviennent la proie d'extrémismes importants. La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification est l'une des 3 grandes conventions lancées par les Nations Unies à Rio en même temps que la COP. Cette convention a une longue histoire avec le Burkina Faso, puisque son premier secrétaire exécutif a été le Burkinabé Arba Diallo. Retour au Burkina Faso pour parler de ce projet dénommé Récolte, mis en œuvre depuis 2013 par l'ONG catholique Relief Service et financé à hauteur de 9 milliards de francs CFA par les États-Unis d'Amérique. Le but de ce projet est de moderniser la chaîne de production du coton biologique et d'augmenter les revenus des petits producteurs. Les bailleurs de fonds de ce projet veulent prendre connaissance des actions menées concrètement sur le terrain. Ils étaient hier sur une ferme sémencière biologique dans le village de Kumbu. C'est dans la province de la Sicile. Le point de la visite avec Paul-David Bambara et Estelle Judith Assorba. Ce champ de coton à perte de vue est la ferme sémencière biologique située dans le village de Kumbo dans la province de la Sicile. C'est l'une des réalisations du projet Récolte mise en œuvre par l'Union nationale des producteurs du coton UNPCB et pilotée par l'INERA et l'ONG catholique Relief Service. L'objectif de ce projet, c'est de rendre la filière de coton biologique plus compétitive afin que ceux qui y travaillent puissent avoir beaucoup plus de revenus pour leur famille. Les bienfaits du coton bio l'aident à l'éducation de ses enfants à l'école. Elle a pu s'acheter un vélo et elle arrive à payer leurs fournitures. Exécuté dans 8 zones de production du coton biologique, le projet Récolte couvre la période 2013-2018 et est financé à hauteur de 6,6 milliards de francs CFA par les États-Unis d'Amérique. C'est un champ qui les meilleures pratiques seront partagées dans les alentours. Donc les bénéfices seront répandus à travers les milliers
des producteurs. Lorsque le marché existe, les producteurs vont répondre. Et il est bon de déjà songer à comment on structure l'aval, donc la commercialisation. Le défi majeur à relever reste la disponibilité en quantité et en qualité de semences biologiques et le projet Récolte s'y attelle avec la viabilisation de 3 autres fermes de semences dans les régions de l'Est, du Centre-Ouest et de la boucle du Moune. Mais en attendant, les producteurs du coton biologique et l'UNPCB ont reçu un lot de matériel agricole et de véhicules, question de les encourager à persévérer. Les journées agroalimentaires se tiendront du 29 novembre au 4 décembre prochain à la Maison du Peuple de Ouagadougou. Le marché comme une courroie de transmission des biens et services entre les nations, c'est sous ce thème que ces journées 8e édition seront organisées. Les organisateurs ont rencontré la presse hier jeudi pour donner les grands axes de cet événement. Yacouba Gamene et Draman Guéné pour des précisions. Du e-commerce pour vendre des produits agroalimentaires. Toute une innovation au Burkina. Et c'est à cela que va s'essayer la 8e édition des journées agroalimentaires. Du 29 novembre au 4 décembre prochain, l'expérience sera donc faite à la Maison du Peuple de Ouagadougou avec la participation de 8 pays d'Afrique et d'ailleurs. Cette 8e édition, c'est l'étape où nous devons avoir maintenant cette étiquette sous-régionale et pouvoir avancer pour la promotion des produits que nous produisons au niveau du Burkina, mais également les produits au niveau de la sous-région, nous contribuons également à leur développement. Du marché physique, il y en aura aussi au cours de la 8e édition des journées agroalimentaires avec des expositions vente des produits locaux transformés. Les participants auront droit à des conférences, des panels et des rencontres B2B pour des affaires et échanges d'expériences. C'est vraiment la rencontre du donner et du recevoir. Nous offrons, mais nous recevons également des autres leurs compétences. Le marché courroie de transmission des biens et services entre les nations, c'est le thème de ces journées agroalimentaires 2016. Des journées qui visent à promouvoir la compétitivité des produits locaux. À présent, les actualités sportives de cette édition. Demain samedi, les étalons du Burkina vont affronter les requins du Cap-Vert à Praia. Cette rencontre entre dans le cadre de la 2e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Les étalons s'étaient retirés à Lisbonne au Portugal pour se préparer pour le match de demain. Ont-ils atteint leur objectif en se rendant dans la capitale portugaise? Élément de réponse avec nos envoyés spéciaux Amadou Ilboudo et Victorien Marienne. Le stage de préparation de Lisbonne a accouché d'une souris. Sur les 24 joueurs convoqués, 14, dont 2 incertains, étaient présents. 4 jours de mise en train escamotés pour diverses raisons. Une revue d'effectifs après le match contre l'Afrique du Sud, qui est loin des attentes du sélectionneur national. Pendant la semaine qu'on a passée ici, je n'ai pas travaillé pratiquement tactiquement le joueur, je n'ai pas travaillé la défense parce que j'ai des défenseurs. Et connaît qui ne s'entraîne pas. Je n'ai pas travaillé la stratégie de PRD parce que je n'ai pas le 4 défenseurs. Et voilà, et on gère la situation avec le numéro de joueurs qu'on a ici. Quoi qu'il en soit, la bataille contre les requins bleus du Cap-Vert, match comptant pour la 2e journée des éliminatoires du Mondial 2018 du groupe D, aura bel et bien lieu. Pas de souci, j'ai d'autres joueurs, on doit valoriser les autres joueurs, c'est pas ça. Le problème c'est je veux faire une équipe forte, je veux faire une équipe qui tout le monde se sent titulaire, je veux faire une équipe qui dans chaque poste, il y a la concurrence avec le même niveau. C'est au petit matin de ce vendredi, soit à 24 heures du match, que le 11 national burkinabé a foulé le sol capverdien où l'attendait le reste du peloton. Et puis, Sita Sangaré rebelote à la tête de la Fédération burkinabé de football. Il a été réélu pour un 2e mandat au cours d'une assemblée générale tenue hier à Koudougou. Sita Sangaré s'est imposé par un score de 221 voix contre 75 pour son adversaire Bertrand Kabouré. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette élection s'est déroulée dans une ambiance électrique. On voit cela avec nos reporters Siedi Lareyenne et Jean-Modeste Ouedraogo. Sita Sangaré. Sita Sangaré, sans surprise, remporte les élections à la présidence de la Fédération burkinabé de football. Le candidat sortant obtient 221 voix contre 75 pour son adversaire Bertrand Kabouré à l'issue d'une élection qui s'est déroulée à huis clos. Ce score sans appel installe Sita Sangaré au sommet du football burkinabé pour un nouveau mandat de 4 ans. Je vous ai écouté, j'ai appris grâce à vous et vous avez fait de moi, je vous ferai toujours de moi, j'en suis sûr, un meilleur président
Et armé de vos aspirations et de vos attentes, je retourne à la FBF plus déterminé et plus inspiré que jamais par le travail à faire à l'avenir qui s'étend devant nous. Jeudi à Koudougou, la tension était pourtant palpable à l'entrée de la mairie où se déroulent les élections. Une forte présence des forces de l'ordre rappelle que l'atmosphère est lourde et pesante. Mais enfin, le fair play a pris le dessus pour l'intérêt du football burkinabé. C'est bien sûr un sentiment de déception parce que j'ai parcouru toutes les 13 régions du Burkina avec mon programme, mon équipe. Et cela a bien sûr coûté en tout, en temps, en argent, en énergie. Bon, donc quand le résultat n'est pas positif, forcément on ne peut pas sauter de joie. Au niveau du football féminin, il faut continuer également la réflexion. Maintenant, en première division, les années antérieures, il y a eu des débats assez houleux et le constat est qu'on a de plus en plus une concentration des clubs de l'élite au niveau de nos grands centres que sont Bobo Dioulasso et Ouagadougou. Donc il faut trouver le juste milieu. Extrait. Les chantiers de Sita Sangaré sont nombreux, mais il est particulièrement attendu au niveau de la formation de la relève et le renforcement des capacités institutionnelles des clubs. Et puis dans la presse écrite de ce vendredi, cette réélection de Sita Sangaré à la présidence de la FBF est le principal sujet abordé. La revue de presse est avec Abdoul Rasmane Zongo. Dans sa manchette du jour, Sidoya publie « Sita Sangaré rempile pour un second mandat la présidence de la Fédération burkinabé de football. À l'issue du scrutin, il est vainqueur avec 221 voix contre 75 pour son challenger Bertrand Kabori. Le président réélu, note le quotidien d'État, a tout de suite convié toute la famille du sport roi, je cite, à l'union sacrée autour du ballon rond. Cette réélection n'éclipse pas non plus la réalité de la haute sécurité du jour, remarquent les éditions de Pays. En effet, des Pandore et Cérès ont tout de suite dès le matin quadrillé la mairie, barrant ainsi l'avenue 51. Un dispositif déduit notre confrère qui en dit long sur le climat qui prévaut au sein de la Fédération burkinabé de football. Ce dispositif sécuritaire, relève l'Obs, suscite la réaction d'un citoyen, je cite, « S'il faut pour une telle élection déplacer une armada de gendarmes, ce n'est plus la peine de jouer au football au Burkina Faso, s'attriste ces citoyens. » En tous les cas, l'Obs rapporte que le colonel Sita Sangaré a sorti l'artillerie lourde pour être toujours en possession de la balle. Oui, Sita Sangaré garde sa chose, résume notre temps pour les 4 années à venir, puisque complète le quotidien Bobolais. Comme prévu, Sita Sangaré a remporté le match. Toutefois, il y a des matchs tout aussi, voire plus importants, et Sita Sangaré le reconnaît et il affirme le défi majeur reste la qualification du Burkina Faso au Gabon et en Russie. Voilà, c'est la fin de cette édition sur la RTB. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à notre compagnie.